Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission « Il était une fois ». À l'occasion de la Journée internationale de la mémoire des victimes de la Shoah, ce 27 janvier, nous vous proposons un documentaire exceptionnel, L'ombre et le juste, réalisé par André Bossuroy et son équipe. En Belgique, sous l'occupation nazie, des milliers de Juifs, y compris des enfants, ont été contraints de se cacher dans des familles, dans des institutions laïques ou religieuses, pour échapper aux rafles. C'est cette histoire que nous raconte ce film à travers le parcours de Charles Erlbaum, un enfant juif sauvé par des héros. Tout de suite, je vous laisse découvrir ce documentaire. Belgique, mai 1940. Le pays tombe sous l'occupation nazie. En janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee à Berlin, les nazis organisent la solution finale, la déportation et l'extermination des Juifs d'Europe. En Belgique, les rafles se succèdent. Des milliers de familles basculent dans la clandestinité. À Bruxelles, au lycée Gatti-de-Gamon, Odile et Rémi Ovard cachent des enfants juifs. À leur côté, André Guelen organise leur sauvetage. À Namur, l'abbé Joseph André en accueille également, dans la maison du patronage. Ces hommes et ces femmes rappellent qu'en pleine occupation, certains ont choisi d'agir. C'est ce combat, entre l'ombre et la lumière, que retrace ce film. Juin 1942. Dans une mansarde à Saint-Gilles, une famille juive se cache. Abraham Erlbaum, son épouse Rivka et leurs deux enfants, Charles et son petit frère Henri. Depuis la conférence de Wannsee, une menace mortelle pèse sur eux, jour et nuit. Et quand ont commencé les rafles ont commencé, immédiatement, ma mère s'est réfugiée dans une mansarde. Et immédiatement, alors, en 1942, a commencé mon enfance clandestine. Un jour, une jeune femme de 21 ans franchit la porte de leur cache. Elle s'appelle André Guelen. Elle est membre du comité de défense des Juifs. Elle est venue chercher Charles pour l'emmener ailleurs, plus en sécurité. Séparer les enfants de leurs parents peut sembler inhumain, mais se disperser était souvent le seul moyen d'échapper aux rafles. Si une cache était découverte, tous n'étaient pas perdus. André explique doucement à Chaim, c'est son nom juif, qu'il devra quitter sa maman, mais qu'il la reverra après la guerre. Elle lui donne un nouveau nom, Charles Baum. Elle insiste. Jamais il ne doit dire qu'il est juif. Jamais il ne doit révéler sa véritable identité. Elle lui apprend une histoire à répéter sans cesse. Mon papa est prisonnier en Allemagne, ma maman est cuisinière chez un avocat à Waterloo. Qui était là. Je me demande quels étaient les sentiments d'une mère qui va mettre la main de son enfant dans la main d'une inconnue et qui va partir avec. Commence alors pour Chaim une vie d'errance. 9 fois, il changera de cachette et 3 fois de nom. À chaque fois, de nouveaux visages, de nouvelles règles, une identité à réapprendre. L'aventure itinérante de Charles se poursuit. Il entre au pensionnat Gatti-de-Gamon, un établissement laïque. Près de 20 enfants juifs y vivent cachés parmi les internes. Les externes, quant à eux, sont des enfants du voisinage, dont Charles fait partie. Mais une dénonciation va mettre fin à ce fragile refuge. Une nuit, lors d'une rafle, tous les pensionnaires juifs sont arrêtés. Le lendemain, en arrivant à l'école, Charles remarque un silence étrange. Pas de rire, pas de cris d'enfants dans la cour. Qu'est-ce qui a changé ? Moi, j'étais un externe. Et je venais à l'école avec tous les enfants du voisinage qui donnaient la couverture de l'établissement. Tous les internes étaient des enfants juifs
cachés. Il y avait 4, je crois, enfants juifs externes. Moi, j'étais un des externes. Quand j'arrivais à l'école, sur le chemin pour aller à l'école, il y avait un autre écolier, un petit chrétien, un petit belge, hein, qui m'attendait et il s'appelait Pierrot. Et on terminait le parcours et on arrivait tous les deux ensemble à l'école. Ce matin-là, on est arrivé. J'ai vu à l'entrée de l'établissement un bonhomme en civil appuyé, là, je n'ai pas fait attention, hein, et il faisait noir, il faisait très silencieux, alors que d'habitude, quand on arrivait, il y avait du bruit, c'était une école. On est rentré dans le hall, on a été immédiatement attrapé par l'épaule et on a été conduit directement dans la cave. On a été conduit dans la cave. Là, on nous a dit, restez là. Immédiatement, il y a deux hommes sont arrivés. Un de ces deux hommes, d'après, comme je l'ai décrit après à mes parents, ça devait être le Gros Jacques. C'était un juif traître qui collaborait avec la Gestapo. À l'époque, nous étions tous des primo-arrivés, nous étions tous des immigrés, et on voyait qu'on n'était pas des Brabançons, et ni des Wallons, ni des Flamands. Ça se voyait un petit peu. Et l'homme s'est mis devant moi, il a regardé Pierrot. Il m'a regardé et il a dit « Toi, t'es catholique, toi, t'es juif. » Alors, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, avec l'accent bruxellois, en regardant Pierrot, « Mais les autres se payent. Moi, je ne suis pas juif. Mais les autres se payent. » À ce moment-là, on était dans la cave. Ces caves, je suppose, étaient les réserves de nourriture pour les internes qui mangeaient. Il devait y avoir là, je ne sais pas quoi, du sucre, Il y a, en allemand, comme mes parents parlent yiddish et je le parle aussi, je comprends, un Allemand m'a dit « Komm hier, guck das, viens ici, regarde ça. » Il a dit « Restez là, ne bougez pas. » Il est parti. J'ai dit à Pierrot, immédiatement, viens. Il dit, oui, mais il a dit qu'il viens. On est monté les escaliers, on a traversé le couloir calmement. On est sorti. Là, l'homme nous a regardés. Là, j'avais 10 ans et demi. J'ai dit à Pierrot, il a été gentil, le monsieur, on aura congé aujourd'hui. C'était sans doute un rexiste, il comprenait sans doute le français. Il nous a laissé partir. On est descendu la rue d'Auchy. On a tourné dans l'avenue de Tervuren. On a tourné. Quand j'ai senti qu'on ne regardait plus dans le dos, je me suis effondré. Ça a duré 5 secondes. Mais je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai regardé mes mains, je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Je me suis effondré. Puis j'ai mis mes mains, et ça je m'en souviens, sur la pierre bleue. Ah, c'était froid. Donc j'étais dans l'œil du cyclone, mais ça a duré. Mais toute cette histoire que je vous raconte, ça n'a pas duré plus d'un quart d'heure. Entre le moment où je suis rentré et le moment où je suis sorti, à mon avis, il devait y avoir 18 minutes, 20 minutes maximum. Ma vie s'est jouée en 20 minutes. Enfin, si l'on peut dire. Une des premières choses particulièrement marquantes dans le récit et l'histoire de Charles, il arrive en fait à tromper quelque part en fait les personnes. Il a cet aplomb quand on lui
ordonne en fait de rester dans cette cave, il sent ce danger, il se dit voilà, je dois absolument partir, mais très souvent quand même les enfants perçoivent quand même du jour au lendemain en fait cette question du danger. Et très vite, en fait, ils s'adaptent pendant la guerre, dès la séparation de leurs parents, de façon assez surprenante. Donc ça, c'est une caractéristique qui revient quand même chez de nombreux enfants, qu'ils soient plus jeunes, plus âgés. Ce sont des situations qu'on rencontre, mais qui demandent en tout cas beaucoup de force chez ces enfants. Dans ces périodes troublées, il y a aussi l'ombre. Revenons à celui qui interrogea Charles au lycée Gatti de Gamon. Ce n'était pas un soldat allemand, c'était un civil, un juif, Ishek Glogowski, surnommé le Gros Jacques. Collaborateur de la police nazie, il traquait ses coreligionnaires et contribua à la déportation de centaines d'entre eux. D'après les souvenirs de Charles, et selon la description qu'il en fit, c'est lui qui l'interpella ce jour-là dans la cave du lycée. Comment comprendre qu'un juif ait trahi les siens? L'historienne Insa Meinen avance une hypothèse. Les Allemands lui auraient fait croire qu'en coopérant avec eux, il reverrait sa femme et ses enfants déportés. Un fait étrange corrobore cette hypothèse. Lors d'un déménagement, Ishek avait fait inscrire leur nom avec le sien dans le registre communal, espérant peut-être leur retour. Grâce à son instinct, à sa lucidité et à son incroyable volonté de survivre, Charles a réussi à se tirer de ce piège. De la rafle du lycée Gatti de Gamon, seuls 4 enfants survivront, dont Charles. Les autres seront déportés au camp d'extermination d'Auschwitz, où ils seront gazés. Sur le trottoir, face à la porte d'entrée, des pavés de mémoire sont enchâssés. Placés devant le dernier domicile d'une victime de la Shoah, qu'elle soit juive ou non, ils indiquent son nom, sa date de naissance, l'année de sa déportation et souvent le lieu et la date de sa mort. Au lycée Gatti de Gamon, la directrice, Odile Henri Ovard, et son mari, Rémi Ovard, furent eux aussi arrêtés lors de la rafle. Odile, originaire d'Orpe-le-Grand, avait rencontré Rémi, né à Piétrain, en Brabant-Wallon. Installé à Bruxelles, le couple s'était rapidement engagé dans la résistance. Leur école et une maison voisine deviennent alors un refuge. Lorsque les nazis interdisent aux enfants juifs de fréquenter l'école, puis lancent les rafles, ils en cachent en les intégrant parmi leurs élèves belges. Arrêtés en juin 1943, Odile et Rémi seront déportés dans les camps de la mort. Ils n'en reviendront pas. Quant à Charles, entouré de ceux qui veillent sur lui, il continue à passer de cachette en cachette. Après la rafle du lycée Gatti de Gamon, André Guelen le conduit à Herve, où il séjourne 4 mois chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, qui le protègent en lui apprenant les prières et en le faisant enfant de chœur, afin que personne ne soupçonne qu'il est juif. Fin 1943, c'est à Jambes, dans l'orphelinat Saint-Jean-de-Dieu, qu'il est envoyé. Là, la discipline est sévère, la nourriture insuffisante, les dortoirs bondés. Charles s'y sent seul et malheureux. Alors, il prend une décision. Je suis parvenu à prévenir ma mère en envoyant une lettre. Je lui avais écrit « Je ne suis pas bien, viens me chercher, je te promets, je serai sage ». Je savais que je ne devais pas écrire certaines choses, mais j'ai écrit une lettre qui devait être déchirante. J'étais un enfant malheureux et ma mère est venue, je ne sais pas comment, alors qu'elle parlait très mal le français, est arrivée jusqu'à l'orphelinat. Dans l'espoir de retrouver son fils, Rivka Erlbaum sort de sa cache et prend la route de Namur. Elle est déterminée à se rendre à l'orphelinat pour y reprendre son fils. Mais la sœur portière, méfiante,
lui répond sèchement « Il n'y a pas d'enfants juifs ici ». Elle m'a dit mais non mais moi je pensais que c'était... Rivka ne se décourage pas. À Namur, elle se rend place de l'Ange et frappe à la porte du patronage. Là-bas, elle rencontre le vicaire Joseph André, connu lui aussi pour abriter des enfants juifs. Ironie du sort, sa maison se trouve à 2 pas de la commandanture allemande. Et pourtant, c'est là qu'il les dissimule. Ma mère était une petite personne, bien portante. Elle avait une fourrure. Elle était fardée comme je ne l'avais jamais vue, des yeux fardés, de la poudre. Elle était vraiment maquillée, comme ce qu'on appelait à l'époque, pardonnez l'expression, une poule aux Allemands. Et elle se promenait avec un très joli médaillon en céramique sur lequel il y avait une grande croix gammée. Il était impossible de ne pas la voir. Everyone has gone, animals on the road. She was trying to pick up the melody by the light where the children were born. Comment le vicaire André a pu faire confiance à cette femme outrageusement maquillée, avec un accent épouvantable, qui avait l'air d'une femme en détresse qui veut son enfant, Ça pouvait très bien être une provocatrice. Il ne la connaissait pas. Ça pouvait être une femme de la Gestapo qui avait inventé une histoire. Il y avait des résistants qui avaient été arrêtés, certains avaient parlé. La Gestapo avait des renseignements. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le vicaire André, devant cette détresse, sans doute, l'a cru. Enfin, à moitié, l'a cru. Il a envoyé 2 hommes en camionnette me chercher. Il y a une sœur qui est venue. Elle m'a dit Willy, je m'appelais Willy Roland à ce moment-là. Elle m'a dit Willy, prépare tes affaires. Donc, j'ai préparé mes affaires, c'était en plein jour. Je suis rentré dans la camionnette, je suis arrivé place de l'Ange, je suis monté les escaliers, c'était le patronage. Je suis arrivé en haut, et là, c'est à peine si j'ai vu le vicaire André, j'ai vu une longue chose très noire, avec des souliers de militaire, et j'ai vu ma mère. Je me suis jeté dans ses bras, elle m'a serré, et ma mère m'a dit après, et alors le vicaire, il a dit, « Ah, maintenant, je vois que c'est la mère et l'enfant. » Charles ne restera que 15 jours place de l'Ange. Il croise régulièrement l'abbé André, un prêtre au regard attentif, à la parole douce, qui rayonne d'une simplicité lumineuse. Charles, enfant traqué, sent chez lui une chaleur rassurante. Ce qui m'a toujours frappé, ce sont ses yeux. Il avait... ses yeux brillaient. Ses yeux brillaient. J'ai rencontré d'autres gens qui avaient des yeux brillants, mais comme les siens, la première fois que je l'ai vu, ses yeux brillaient. On oublie beaucoup de choses du passé, mais on se rappelle parfois des choses qui marquent. On lui aurait mangé dans la main. Auprès de lui, on se sentait en sécurité. L'abbé André, pour l'enfant, l'association L'Enfant Caché est vraiment une figure extrêmement importante. On parle de 200 ou 300 enfants et même des adultes que l'abbé André aurait aidé à cacher. Et c'était un prêtre, est-ce qu'il se sentait protégé par sa soutane? Mais même ça, il y a beaucoup de prêtres qui étaient protégés par leur soutane et qui ne vont pas cacher 300 enfants. Et donc il est parvenu à placer à gauche, à droite, vous imaginez, 300 enfants. Donc pendant 2 ans, ça, vous voyez ce que ça peut faire par semaine.
Il avait créé tout un réseau parce qu'il y a bien des enfants qu'on a pu, avec des passeurs, etc., faire passer aux frontières, mais il y a aussi des tas d'enfants qui restaient et donc qu'il fallait cacher et leur donner une situation la plus naturelle possible. On ne pouvait pas cacher des centaines d'enfants dans les caves, dans les greniers, dans les corniches, qui s'égaillaient comme des moineaux en filant par les toits, comme on faisait à Namur quand il y avait une alerte. Non, il a fallu quelque chose de durable. La guerre a quand même duré 5 ans. Donc, c'est un travail énorme, énorme qu'il a fait. Il fallait trouver des caches, tout d'abord. Il fallait trouver des partenaires, il fallait trouver des collaborateurs qui travaillent avec lui. Il fallait que ces enfants aient une fausse identité. Ça veut dire des faux documents, des faux papiers, une fausse vie. Il fallait aussi qu'on les nourrisse. Il fallait des timbres de ravitaillement. On était en guerre, on ne pouvait pas avoir du ravitaillement sans timbre. Ça signifie un travail énorme qui demandait aussi beaucoup de mouvement. L'abbé, il était sur son vélo. Il n'a jamais eu qu'un vélo. Et il n'était pas question de vélo électrique comme maintenant. Il sillonnait toute la Belgique, en quête de papiers, de famille, de ravitaillement, de tout, aidé bien sûr par le réseau. Mais s'occuper comme ça d'enfants juifs cachés, mais c'est full job, c'est un travail de 24 heures sur 24. Il fallait les timbres de ravitaillement, il fallait de la viande, il fallait des médicaments, il fallait des légumes, il fallait des chaussures, il fallait des chaussettes, il fallait des couvertures. C'était un travail, mais de 24 heures. C'était pas de l'héroïsme, c'était 24 heures sur 24. On était dans les combles, on mangeait là, on jouait aux dames, on jouait aux échecs, et encore aux échecs, et encore aux dames, et encore aux dames. Le vicaire André avait réuni des paroissiens, des jeunes paroissiens, et leur avait demandé de l'aider. Il ne pouvait pas faire ça seul pour exécuter tout ça. Comment, dans une telle situation, pouvait-il réunir? Il devait avoir ce qu'on appelle une aura, enfin je ne sais pas. Il fallait être un être exceptionnel. C'était pas un gradé, il n'avait aucune autorité. Qu'est-ce qu'il fallait être pour répondre à la détresse de réunir et d'unifier un groupe de jeunes adultes, de jeunes Belges qui devaient l'aider? Qu'est-ce qu'il fallait avoir comme personnalité pour unifier comme ça un groupe? C'est aussi quelque chose qui m'a toujours étonné. J'ai rencontré 2 saints dans ma vie. D'abord ma mère et le vicaire André. S'il avait des angoisses, je ne le sais pas. Mais près de lui, on se sentait en sécurité. Plus tard, devenu adulte, Charles retrouvera l'abbé André. Il osera lui demander pourquoi. Pourquoi avez-vous risqué votre vie pour sauver des enfants juifs? La réponse aura de quoi le surprendre. Et alors, je lui ai demandé, mais monsieur le vicaire, vous avez pris des grands risques pendant la guerre. Qu'est-ce qui vous a... Je ne savais pas comment exprimer ma question. Qu'est-ce qui vous a motivé? Mais je l'ai demandé plus maladroitement. Alors il m'a regardé, il dit, mais vous êtes juif? Vous êtes le peuple de l'élection? Pour l'Église, si les Juifs sont le peuple élu, c'est parce qu'ils ont reçu de Dieu une mission particulière. Rappeler de génération en génération l'espérance que la vie triomphe. On peut penser que l'abbé André a vu dans ses enfants l'écho de cette mission. Non seulement il cachait les enfants, mais il ne les cachait pas de leur religion. Et donc, c'est un prêtre catholique qui était conscient que tout de même le christianisme est né du judaïsme. Il avait un tel respect de ses enfants qu'il ne voulait pas qu'ils perdent leur identité. Et c'était au point, ça c'était le cas de tous ceux qui ont caché les enfants. Mais lui, non seulement il voulait peut-être les cacher physiquement, mais pas qu'ils se cachent intérieurement par rapport à leur origine. Sa réputation est qu'il a été jusqu'à enseigner, donner des cours
des leçons parfois. Il n'en a peut-être pas donné des tonnes, mais de temps en temps une permettait à ses enfants de retrouver leur dignité d'avant. Le vicaire André, non seulement était préoccupé par notre sécurité physique, mais aussi notre sécurité spirituelle. Il apprenait à des jeunes mécréants juifs des passages de l'Ancien Testament. C'est quelque chose d'extraordinaire. Charles se souvient que pendant son séjour chez l'abbé André, des missionnaires dominicains vinrent lui parler de Rachel et Jacob, 2 figures juives de la Bible. Entendre parler de ses propres racines, au cœur d'un monde chrétien, fut pour lui un moment singulier. Mais l'histoire de Charles ne serait pas complète sans évoquer la dernière cache où l'a mené le vicaire André. Le Heaume de Serville, près de Dinan. Sous la protection de la baronne Henriette de Jambline de Meux, il est accueilli au sein des enfants de prisonniers de guerre belges. Et c'est là que j'ai vu les Américains. C'est là que j'ai été... Ah, ça, il faut que je raconte. On savait, donc c'était au mois d'août, le débarquement de Normandie était fini, Paris avait été libéré et on savait que les Américains arrivaient, ça on le savait. Le château était sur une petite colline, et on voyait de la classe où on était, une petite route de campagne où il n'y avait que quelques vaches qui rentraient dans le pré, une route en terre. Et tout d'un coup, on a vu sur cette route une voiture qu'on n'avait jamais vue. C'était une Jeep avec les Américains, et ça je me rappelle, avec le pied sur le phare, une énorme mitraillette, une antenne qui se balançait, et il roulait doucement. Alors il y a un enfant qui a dit « c'est les Anglais ». Et alors, tous les enfants se sont levés, ils ont couru. Il y a 5 petits-enfants qui sont restés un peu paralysés et qui ont fini par courir aussi. C'était les 5 petits juifs qui étaient cachés dans le cauchemar était fini. C'était la libération. Voilà pour ce documentaire L'ombre et le juste, réalisé par André Bossuroy. Aline Biolay, on vous a vu dans ce film jouer le rôle d'André Gueulen. Qu'est-ce que vous en tirez comme expérience ? Ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'énergie dans laquelle Charles a dû être pour fuir au moment où il a dû prendre la décision, mentir aussi à ces adultes qui, dans l'énergie en tout cas de ce moment et dans l'environnement, il a dû se dire, voilà, maintenant on se casse, on y va, et comment faire après, on verra. Ce qui donne aux enfants actuels... en tout cas, la conscience de pouvoir s'engager et aller vers ailleurs. Et cette audace de pouvoir se dire, faire face à l'adulte, au fait, maintenant, c'est de trop et je m'engage à partir. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez aimé ce film. À très bientôt pour une prochaine émission.